Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique du Nouvel Esprit Public, émission thématique qui nous donne l'occasion et le plaisir de recevoir Christophe Jaffrelot. Christophe Jaffrelot, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, c'est Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Nicolas Bavrez, essayiste et avocat. Nous allons donc, avec Christophe Jaffrelot, nous intéresser à l'Inde, avec Christophe Jaffrelot, qui est politologue, directeur de recherche au CNRS, diplômé de Sciences Po et de l'INALCO. Vous parlez hindi. Vous êtes, dit-on hindi ou hindi? Hindi. Vous êtes spécialiste du sous-continent indien, auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages, dont l'Inde de Modi entre national-populisme et démocratie ethnique. Les élections d'avril 2022 ont confirmé la mainmise du BJP sur de nombreux États. Le parti du Premier ministre Narendra Modi, au pouvoir depuis 8 ans, s'est notamment imposé dans l'Uttar Pradesh, État stratégique et symbolique dont la démographie dépasse les 220 millions d'habitants. Le parti du Congrès des Nehru-Gandhi est en crise et aucune force politique émergente ne parvient à s'imposer comme une véritable opposition. Le BJP apparaît donc de nouveau en position de force pour les élections législatives de 2024, malgré un bilan marqué par un recul face à la mobilisation historique de la paysannerie indienne et à une gestion critiquée de la pandémie. L'OMS estime à 4 700 000 personnes le nombre d'Indiens morts du Covid, alors que les confinements brutaux ont révélé la situation précaire des travailleurs saisonniers du secteur informel. Aujourd'hui, cependant, l'Inde impressionne par la vigueur de son rebond économique, plutôt inédit, dans un monde en proie aux difficultés économiques. Les indicateurs de la 5e économie mondiale sont au vert et la banque JP Morgan voit dans le pays, je cite, le marché de croissance le plus dynamique d'Asie pour la décennie à venir. Le gouvernement indien cherche à soutenir et à moderniser l'industrie, notamment dans les secteurs stratégiques à haute valeur technologique comme les semi-conducteurs. Apple a ainsi choisi de produire une large partie de ses iPhone 14 en Inde, délaissant une Chine toujours aux prises avec le virus. L'Inde va dépasser courant 2023 son voisin chinois pour devenir le pays le plus peuplé au monde. Il s'agit d'un immense défi de développement pour une société qui semble sur le point d'accomplir sa transition démographique, mais dont les inégalités se creusent toujours. D'après une étude d'Oxfam en 2021, 84% des ménages indiens avaient subi une perte de revenus alors que le nombre de milliardaires était passé de 102 à 142. Les discriminations ethniques demeurent très vives en Inde. La politique ethno-nationaliste et autoritariste menée par les gouvernements Modi depuis 2014 met en avant l'hindouité de l'Inde, en dépit de la laïcité inscrite dans la Constitution. Fin 2019, une loi facilitant l'accès à la citoyenneté des réfugiés hindous avait levé une vague de protestations dans le pays. Cette vague fut matée par une répression qui coûta la vie à 27 personnes. La minorité musulmane, qui compte pour près de 20% de la population, est particulièrement prise pour cible. Les discriminations liées au genre ou à la caste sont aussi un grand enjeu, notamment dans les villages. Entre 2018 et 2020, le Parlement indien a recensé 139 000 crimes perpétrés envers les Dalits, une des castes inférieures dans la hiérarchie hindoue, soit un toutes les 18 minutes. Pour sa présidence du G20 en 2023, l'Inde demeure fidèle à sa doctrine d'équidistance et compte se faire le porte-voix du Sud global. Malgré la polarisation généralisée provoquée par la guerre en Ukraine, New Delhi maintient pour l'instant son partenariat stratégique avec la Russie tout en dénonçant à demi-mot l'invasion, comme le fit Narendra Modi lors du sommet de Samarcande en septembre dernier. Les Américains ne cessent pourtant de faire la cour à la plus grande démocratie du monde pour en faire une pièce centrale de leur présence dans l'Indo-Pacifique. Les Indiens parviennent-ils donc à garder la distance nécessaire avec Washington pour rester crédibles aux yeux du Sud ? Quelles relations peuvent-ils également envisager avec leur rival chinois, qui est désormais leur premier partenaire commercial ? Voilà, Christophe Jaffrelot, quelques-unes des questions auxquelles vous pouvez, si vous le souhaitez, répondre, à moins que vous ne préfériez en mettre d'autres en avant. Non, celles-ci sont déjà très nombreuses et très bonnes, et on peut les reprendre dans l'ordre, en tout cas pour certaines d'entre elles. Alors,
La première question que votre présentation pose, c'est celle du poids de l'opposition aujourd'hui, car on doit la réévaluer un petit peu. Je dirais pas beaucoup, mais un petit peu. On a assisté au cours des dernières semaines à une mobilisation de la part du Parti du Congrès et de son leader, Rahul Gandhi, assez spectaculaire, assez inattendue, très mal couverte par les médias, notamment localement, parce qu'évidemment, les médias sont maintenant aux ordres du pouvoir. Mais la démonstration de force, quand même, mérite d'être soulignée. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une marche qui part de la pointe sud de l'Inde et qui va arriver dans les jours qui viennent au Cachemire. Alors, une marche en Inde, c'est évidemment hautement symbolique. Celui qui a commencé à marcher, c'est le Mahatma Gandhi qui aura marché de son ashram d'Ahmedabad jusqu'à la mer au Gujarat pour braver l'interdit de la collecte du sel à l'époque coloniale. C'est quelque chose qui est récurrent, cette histoire de yatra, ça s'appelle un yatra. Un pèlerinage, en fait. Le même mot est utilisé pour le pèlerinage. Ces yatras sont des techniques de mobilisation que les nationalistes hindous ont beaucoup utilisées, y compris Narendra Modi, qui a fait le même type de parcours en 1991, mais plutôt en voiture. Là, c'est à pied, que Rahul Gandhi aura parcouru des milliers de kilomètres. Et ça frappe les esprits, d'autant qu'il a laissé pousser sa barbe au fil des jours et que le visuel, le courage physique, c'est quelque chose qui participe du charisme en Inde. Le charisme, bon, ça nous renvoie à Weber, mais c'est très simple, c'est faire des choses exceptionnelles. Ça, c'est exceptionnel. Et du coup, vous avez un changement d'image qui se dessine. Alors, encore une fois, j'en en tire pas des conclusions trop hâtives. Il va falloir maintenant, en vue de 2024, et c'est demain, 2024, que autour de cet homme, éventuellement, se regroupe une opposition complètement éclatée, avec des partis régionaux qui ne veulent pas faire encore de coalition. Mais en tout cas, je nuancerais le caractère très, je dirais, hégémonique du BJP, qui reste évidemment très fort, mais qui n'est pas à l'abri d'un sursaut de l'opposition. Nicolas Baroise. Je voulais revenir sur cette année un peu 2022 et 2023 pour savoir si, pour vous, c'est vraiment un moment clé ou un tournant. Parce que c'est vrai qu'on a plusieurs données assez spectaculaires. Donc, la première, c'est la démographie. C'est quand même la première fois depuis des siècles que ça n'est plus la Chine qui va être le pays le plus peuplé du monde, mais c'est l'Inde, 1,43 milliard d'habitants. La deuxième chose, c'est quand même l'économie. Pendant très longtemps, c'était un pays qu'on a cru voir bloqué dans la trappe à pauvreté. Or, aujourd'hui, c'est la 5e économie du monde. D'ailleurs, il passe devant le Royaume-Uni au moment où c'est un Indien qui devient Premier ministre du roi Charles, ce qui est une forme de coup d'œil. Et surtout derrière, c'est quand même un pays qui, visiblement, est en passe de pouvoir assurer un taux de croissance de 6 ou 7% par an, au moment où la Chine, elle, sous M. Xi Jinping, est passée de 9,5 à 2 à 3%. Et la dernière chose autour de la guerre d'Ukraine, c'est ce qu'on a dit, mais derrière, il y a cette espèce de concept de multi-alignement qui fait que l'Inde achète des hydrocarbures à la Russie qu'elle raffine et qu'elle revend ensuite à l'Europe dans d'excellentes conditions et avec des marges considérables. C'est le pays qui a le plus augmenté son commerce avec Moscou. Et en même temps, on l'a dit, elle fait partie du Quad. Elle est et évidemment, son premier problème stratégique, ça reste la Chine. Et il me semble que ce concept de multi-alignement, qui pour les Occidentaux est compliqué parce que ça veut dire qu'on vit avec les contradictions. Mais en Asie, ça marche très bien et que ce concept de multi-alignement est extrêmement et peut-être un vrai levier. Et comme l'Inde, cette année, va être présidence du G20 plus présidence du Conseil de sécurité, est-ce qu'elle va s'en servir pour faire passer un projet qui est quand même un projet de remise en cause d'un ordre mondial jugé trop favorable à l'Occident? Christophe Jaffrelot. Beaucoup d'excellentes questions. J'essaie de les reprendre dans l'ordre à nouveau. Alors, la question démographique. Effectivement, on peut dire que c'est un facteur de puissance.
Alors c'est 1,4 milliard d'habitants, hein, c'est effectivement considérable, sur un territoire bien plus petit que la Chine, hein, ça fait des densités énormes. Dans certaines zones rurales, on est à plus de 1000 habitants par kilomètre carré. Le grand défi, c'est de transformer ce potentiel en un atout. Et l'hypothèque qui pèse sur cette transformation, cette transition, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'on a une population jeune qui est censée donner à l'Inde un dividende démographique, hein, le fameux dividende démographique. Vous avez une population en âge d'être active qui est bien supérieure à ce qu'on trouve ailleurs, dans le ratio actif-non actif. C'est ça le dividende démographique. Sauf que on n'exploite pas ce potentiel faute d'éducation. Et le déficit d'éducation, il s'est encore aggravé à la suite de la Covid, parce qu'on a fermé les écoles en Inde d'une manière radicale pendant un temps bien supérieur à tout ce qu'on voyait ailleurs. Donc on a un retard en termes d'éducation qui est de l'ordre de 2 ans, ce qui est énorme dans un pays où il y a un tel déjà déficit d'éducation. Ce qui débouche sur une anomalie, un sous-emploi, un chômage des jeunes, et en particulier des jeunes urbains, qui est absolument dévastateur. Vous avez sur la classe d'âge 18-25 ans, un tiers d'urbains sans travail. Avec un nouveau phénomène très préoccupant, les filles se retirent du marché du travail. Elles ne demandent même plus un emploi. Donc on a un taux d'emploi des femmes qui est plus bas que dans la plupart des pays de niveau de développement inférieur. On est très très bas, on est sur du 16%, on est sur quelque chose de très très bas. Donc la démographie, oui, à condition que on investisse dans l'éducation. Et là, on a un vrai problème, parce que c'est pas ce que fait l'État. Ni l'éducation, ni la santé d'ailleurs, avec des budgets qui sont très très faibles, 3%, 6%, c'est dérisoire. La question de l'économie qui vient ensuite, elle mérite d'être, je dirais, désagrégée en secteurs. On a un moteur qui reste les services. L'Inde a un secteur du IT, des technologies de l'information, qui est remarquable, avec des multinationales, Infosys, Wipro, Tata Consultancy Services, TCS, bien d'autres encore. Hein. C'est en gros 1,5 million d'informaticiens qui rapportent à l'exportation des milliards, 150 milliards, ce qui est absolument considérable. Et c'est vrai que c'est une aventure assez exceptionnelle, parce que c'est un pays qui a du service numérique avant même d'avoir en fait une véritable industrie. Alors c'est le deuxième point que j'allais évoquer, c'est-à-dire qu'on a un moteur qui est les services, très bien, un pays qui n'a pas d'industrie. C'est-à-dire que c'est une pyramide à l'envers. On fait normalement sa révolution agricole, et puis après on fait sa révolution industrielle, et puis après on fait sa révolution des services. Et on reverse dans les différents secteurs le trop-plein de main-d'œuvre. L'Inde se trouve dans une situation inédite dans l'histoire du monde, à avoir plus de 60% de son PNB qui vient des services sans avoir d'industrie. L'industrie, c'est 15% du PNB. Et ça continue de descendre. On ne cesse de voir la part de l'industrie diminuer dans le PNB. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. Et ça pose des tas de problèmes que seuls les anthropologues peuvent résoudre, et c'est là où quand même les sciences sociales ont une valeur ajoutée. Pourquoi ce moteur dans les services ? Parce qu'il y a des brahmanes, parce qu'il y a des lettrés, parce qu'il y a des gens pour qui l'éducation, et puis en plus de ça, les sciences, sont tellement importantes qu'elles ont fait le saut, et par contre, l'industrie, c'est pas leur tasse de thé. Mais on a un vrai déficit, on n'a personne pour être un vrai capitaine d'industrie. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de recherche et développement, il n'y a pas d'industrie indienne. Il y a des secteurs qui sont complètement sinistrés. Par exemple, il n'y a pas d'industrie de la défense. Aucune industrie de la défense. Vous avez des satellites, vous avez des missiles, parce que vous avez des scientifiques, mais vous n'avez pas de chars et vous n'avez pas... Et puis le dernier secteur qui est quand même encore plus critique, c'est l'agriculture. On a une agriculture maintenant en plein désarroi, alors pour bien des raisons. L'une d'entre elles, c'est bien sûr la pression démographique, qui fait qu'on a une subdivision des exploitations, qui fait qu'aujourd'hui, on a une moyenne de moins d'1 hectare par fermier. On les appelle des fermiers, ce sont des jardiniers, si on veut.
Il y a plus de paysans sans terre que de paysans avec terre aujourd'hui. Donc ça, c'est un des facteurs majeurs de ce grand problème. Un autre problème, mais on y reviendra peut-être, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a un stress hydrique dans tout le nord et l'ouest qui rend certaines cultures beaucoup plus difficiles, qui rend plus qu'une récolte par an quand il tombe de l'eau, quand il pleut à la mousson, beaucoup plus difficile. Et c'est lié aux abus de la Révolution verte. C'est-à-dire que la canne à sucre, le maïs, le coton ont pompé dans les nappes phréatiques. Et comme vous avez aujourd'hui un régime de précipitation qui change complètement avec la transition climatique que nous sommes en train de vivre, avec la fonte des glaciers qui va poser des problèmes dans toute la région d'Asie du Sud, et on l'a vu au Pakistan à l'automne dernier. Il y a là une épée de Damoclès pour l'agriculture indienne qui est en train aussi de rendre les choses très difficiles. À nouveau, une baisse des productions. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où la sécurité alimentaire pourrait bien un jour être mise en cause. Nicole Niezotto. Oui, merci de montrer toutes ces contradictions et donc ces faiblesses de l'Inde qui nuancent quand même assez fortement cette nouvelle image véhiculée par les Occidentaux, selon laquelle l'Inde serait la future grande puissance de la planète, devançant la Chine, déjà sur le plan démographique et peut-être sur le plan économique, etc. Moi, j'ai un peu des doutes sur cette grande puissance d'avenir et qui le restera longtemps, comme on disait autrefois sur le Brésil. Et je voudrais revenir justement sur ces images, l'image que les Occidentaux ont de l'Inde, qui me paraît toujours trop simpliste par rapport à la réalité de ce continent. Pendant très longtemps, pendant des décennies, encore jusqu'à maintenant, on avait 3 images, peut-être 3 clichés sur l'Inde, c'est-à-dire 1, la plus grande démocratie du monde, cliché que personne ne remet en cause, qui me paraît aberrant. 2, un pays quand même sous-développé. Et 3, le leader du non-alignement, le créateur et le leader du non-alignement. Aujourd'hui, on a 3 images différentes qui sont peut-être autant de clichés, qui sont premièrement l'Inde, un pays autoritaire, en passe de rejoindre les pires pays autoritaires, notamment avec le développement du nationalisme hindou de M. Modi, contre les différentes minorités et aussi contre le droit des femmes. La situation des femmes en Inde n'est pas plus privilégiée que leur situation dans certains pays du monde arabe. Deuxièmement, un pays high-tech. C'est l'idée d'un développement des pas seulement des services, je crois, mais surtout de la télécommunication. Et enfin, troisièmement, un pays, pour reprendre la jolie expression de Nicolas Vabret, au multi-alignement, moi je dirais un pays opportuniste. C'est-à-dire allant chercher, selon les cas, l'allié russe, chinois ou américain qui lui convient le mieux. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça ? Et en particulier, est-ce que les Occidentaux ne sont pas en train de se créer une illusion stratégique phénoménale en pensant que leur intérêt prioritaire est de séduire l'Inde comme leader du Grand Sud ? Christophe Geoffroy. Tout est vrai, parce que c'est une terre de contraste. On a tout et son contraire, mais dans des proportions différentes, et quand même le curseur a bougé. Alors pour reprendre les points d'entrée que vous avez évoqués, le premier curseur qui a bougé de manière vraiment spectaculaire, c'est la montée d'un autoritarisme. Très inattendu tout de même. Qui aurait prédit il y a seulement 10 ans que l'Inde basculerait si vite dans l'autoritarisme ? C'est à la faveur d'une alternance politique qui s'est traduite effectivement par la montée d'un majoritarisme. On peut utiliser différentes formules. Moi, j'aime bien démocratie ethnique parce que tout simplement, ça veut dire une chose très simple. On vote. Il y a encore une presse à peu près libre. Une justice encore à peu près indépendante et donc des élections. Mais ces élections, d'abord, elles ne sont plus à la régulière. Parce que vous avez une couverture médiatique qui fait que l'opposition est abonnée absente, que vous avez des fonds donnés par les caciques, les oligarques, le mot s'applique parfaitement, qui font que le pouvoir en place peut absolument saturer tout l'espace public. Et puis, entre les élections, alors vous avez un effondrement des institutions, à commencer par la justice.
la grande Cour suprême indienne, la Cour suprême de l'Inde, c'est quand même un monument. C'est-à-dire que s'il y avait bien une institution judiciaire dans le monde que tous les juristes du monde considéraient comme plus indépendante que quiconque, c'était la Cour suprême indienne, qui n'est pas nommée par l'exécutif, ni même par le législatif, mais par les juges eux-mêmes, puisque les juges des tribunaux régionaux nomment les juges de la Cour suprême. La Cour suprême, depuis 2017, n'a pas rendu un seul jugement contraire au gouvernement. Alors, ou bien elle l'a validé, elle a tout validé, y compris ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait que les réfugiés éligibles à la citoyenneté en Inde ne soient plus que non musulmans aujourd'hui, hindous, sikhs, chrétiens. Mais la liste est très très longue. La Cour suprême a validé absolument toutes les entorses à l'état de droit qui se sont multipliées depuis 2017. Ou bien elle les a validées, ou bien elle s'est abstenue de se prononcer. On abolit l'article 370 de la Constitution qui reconnaissait une autonomie au Jammu et Cachemire, août 2019. 3 ans plus tard ou presque, enfin même plus que 3 ans maintenant, plus tard, la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur la constitutionnalité de cette entorse majeure, parce qu'il y avait une procédure à suivre qu'ils n'ont évidemment pas suivie. Donc voilà, c'est vrai pour la Cour suprême, la justice c'est évidemment l'institution qu'on attendait quand même pour contenir l'autoritarisme, mais on peut dire la même chose de la commission électorale, on peut dire la même chose de toutes les institutions. Le Right to Information Act, le droit à l'information, donc qui dépend d'une institution qui est essentiellement indépendante. Le pouvoir a réussi à distordre la règle du jeu en nommant ses amis à la tête des institutions qui comptaient, ou en ne nommant personne, ce qui revient au même presque, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas travailler. Et puis, ils ont un dossier sur tout le monde. Et il n'y a pas que des saints, y compris dans la Cour suprême. Donc, c'est facile de faire, en quelque sorte, tordre le bras à des responsables de la justice ou autre. J'ai été un peu long sur ce point, mais il me paraît tellement essentiel. Et dans le cas des médias, on est quand même face à quelque chose de tragique. Dieu sait si la presse indienne avait un pouvoir qui a fait tomber Rajiv Gandhi, qui a fait tomber vraiment des responsables politiques, et elle est maintenant complètement laminée. On parlera peut-être de géopolitique plus tard, mais le deuxième point que vous évoquez, qui me paraît tellement important, c'est l'image de l'Inde. Parce que c'est vrai qu'il y a un soft power indien qui est quand même efficace. Ah oui, insubmersible. On a l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et they get away with it. Il y a une espèce de capacité à rebondir. Alors, il faut dire qu'ils ont un sacré bagou, et les diplomates indiens sont pas les derniers à discuter le bout de gras par rapport aux Chinois. Il y a pas photo. Mais ça suffit pas à expliquer quand même notre capacité d'illusion. Alors, je dirais, il faut bien qu'on justifie le fait d'être proche de l'Inde. Donc, dire que la démocratie continue et que c'est la plus grande du monde, c'est une bonne façon de s'en sortir. La question, c'est pourquoi faut-il qu'on se veuille proche de l'Inde ? Et là, moi, je vois 2 explications, alors qui sont différentes suivant les pays. La grande explication qui vaut pratiquement pour tous les pays occidentaux, c'est qu'il y a un tel épouvantail chinois en face que tout est bon à prendre. Y compris un pays dont on sait bien qu'il ne sera jamais un allié. Mais si au moins il pouvait être neutre, si au moins il pouvait être un partenaire, ça serait encore mieux. Et la deuxième explication, c'est qu'on y voit un marché, et alors, en particulier en France, un marché pour les contrats d'armement. C'est-à-dire que notre diplomatie est maintenant pilotée dans une si grande mesure par ce genre de projet qu'on s'auto-censure volontiers. Alors c'est vrai pour la France plus que pour tout autre pays. Mais ça se retrouve ailleurs. Les Allemands parlent beaucoup plus directement aux Indiens de droits de l'homme. Les Américains, évidemment, sont ceux qui vont le plus loin dans cette direction. C'est un gros mot chez nous. Et donc, on a là une autre explication, je pense, qui d'ailleurs ne vaut pas que pour l'Inde, mais avec ces deux. Alors, ensuite, il y a quand même une évolution et il y a des coins de voile qui sont levés et
on a quand même des correspondants, ne serait-ce que ceux du Monde, pour ne prendre qu'un exemple, qui racontent ce qui se passe vraiment. Et ça permet quand même à certains d'y voir plus clair. Mais je suis d'accord pour dire avec vous que l'image de l'Inde reste étonnamment positive, alors que la situation s'est dégradée sur tous les dossiers qu'on a vus. Béatrice Gibelin. Oui, elle reste éminemment positive. Et vous avez dit une chose qui me semble très juste, c'est que l'épouvantail chinois lui rend bien service. Et puis, les Indiens, ils parlent anglais. Ça facilite quand même beaucoup de choses pour pouvoir discuter avec eux. Vous allez me dire, oui, mais les Chinois aussi parlent anglais. Oui, mais non, c'est pas pareil du tout. Donc, il y a une sorte de familiarité, si vous voulez, avec l'Inde qu'on n'a pas du tout avec la Chine. Alors, dans les deux cas, ça a été des grands marchés. Je veux dire, tout le monde aussi s'est précipité sur la Chine. Et on a eu certains de nos anciens, j'allais dire, hommes politiques qui ont quand même été des lobbyistes de grande envergure pour nous vendre la Chine sans, j'allais dire, la moindre réticence. Bon, voilà. Et donc, cette image-là, je pense pas qu'on ait encore tout à fait l'équivalent. Les marchands d'armes se débrouillent tout seuls, mais je suis pas sûre qu'on ait autant que ça un personnel politique qui soit aussi engagé, si vous voulez, à servir les intérêts. Donc, je nuancerai un peu la différence entre l'un et l'autre. Et il y a quelque chose qui me semble très intéressant en Inde, ça a été signalé par Nicolas, c'est qu'effectivement, on a un Premier ministre au Royaume-Uni qui est d'origine indienne, pas d'une extraction sociale particulièrement modeste, on est bien d'accord, mais on se trouve aussi avec des entreprises, je pense à Tata, qui rachètent quand même Jaguar et des grands emblèmes, si vous voulez. C'est ce que Jean-Luc Racine appelait une situation post-coloniale. Et je trouve ça extrêmement intéressant, pour avoir véritablement dépassé. Voilà, on est maintenant devant ce qui a été notre le pays qui nous a colonisés. Et je me disais dans ce basculement sur un nationalisme hindou et cet autoritarisme que vous avez signalé, est-ce que il n'y a pas ce récit fait sur une grande civilisation, ce qu'elle est, une civilisation millénaire, j'allais dire un espace-temps qui est absolument colossal, des grandes religions, le bouddhisme, l'idée que l'hindouisme, c'est aussi avoir gardé cette forme de polythéisme, c'est très pratique. On en a pour tout à chaque fois qu'il faut. Donc je me dis, il y a là une force. Pour avoir confiance, pour se dire que l'ordre du monde doit changer, mais qu'au fond, on a les moyens, nous, de le faire. Et mieux que la Chine. Parce que, quoi qu'on en dise, et c'est une autre question que je voulais vous poser, on est quand même encore dans une démocratie, loin d'être parfaite, on est d'accord. Mais il y a quand même des alternances. Et ce que vous avez dit, je trouve très intéressant au début, sur le fait que cet héritier de Gandhi, arrière-petit-fils, petit-fils et fils, qui reprend le flambeau et qui est dans la marche avec ce charisme. Alors le problème, c'est pour faire quoi ? La question qu'on peut se poser, c'est que va-t-il en faire ? Quelle est, à part reprendre le pouvoir, mais bon, avec quand même des choses un peu plus concrètes. Je me dis, et le dernier point, c'est que par rapport à la Chine, c'est ce que j'expliquais des étudiants quand j'en avais encore, c'était de dire que, pour moi, ce qui me frappe sur l'Inde, c'est la capacité à être pluriel. On a écrit très longtemps que l'Inde allait exploser, que c'était pas possible. Multiplicité de langues, multiplicité de religions. Enfin, quel est le pays au monde où on a autant de gens qui parlent 2 ou 3 langues ? Donc, qui pensent en plusieurs langues et qui pensent la pluralité. Pour moi, c'est un atout dans le monde à venir extraordinaire. Oui, et qu'ils sont en train de perdre. Ouais. Et c'est bien là le drame, parce que l'Inde avait des atouts considérables en termes de gestion de la diversité. Et pas que de la diversité linguistique, de la diversité religieuse. Le sécularisme était une recette qui permettait la cohabitation des communautés, qui permettait de reconnaître que chaque communauté était légitime et pouvait suivre même son droit coutumier. Alors là, on est dans une situation où il y a 2 visions de la nation qui sont en compétition.
et même en conflit. Ce que Rahul Gandhi ferait, c'est la question que vous posez s'il revenait au pouvoir, c'est essayer de revenir à ce que Nehru a posé comme base de la nation, à savoir le sécularisme, qui est en fait un synonyme de multiculturalisme. C'est la reconnaissance des communautés religieuses sur un pied d'égalité. C'est exactement ce que Gandhi a sans cesse voulu faire. Le drame, ça a été la création du Pakistan. Mais après la partition, néanmoins, c'est le modèle qu'on a cherché à suivre. En face, vous avez une vision du monde totalement différente, qui consiste à dire les hindous sont 80%, ils ont vocation à incarner la nation. Et donc, les 15% de musulmans, les 2% de chrétiens, les 2% de sikhs, c'est surtout vrai pour les musulmans, mais ça s'applique aussi aux chrétiens, voire aux sikhs, peuvent rester les croyants de leur religion dans la sphère privée, mais dans la sphère publique, il n'y a qu'une identité qui vaille. Et c'est pour ça que je parle de démocratie ethnique. Parce que vous avez là un modèle qui nous rappelle quand même Israël. Et c'est en Israël qu'est née cette notion. La démocratie ethnique, c'est Sami Smoua qui dit, bien sûr, c'est pas la démocratie libérale, mais c'est moins pire que la dictature violente et qui débouche sur la purification ethnique. Bon. C'est néanmoins problématique. Et c'est problématique non seulement parce que ça veut dire que des citoyens vont perdre des droits, mais c'est surtout problématique parce que vous avez le pouvoir qui sait jusqu'où ne pas aller trop loin, et puis vous avez tous les nervis, vous avez tous ces groupes qu'on appelle les groupes de vigilantisme. Alors, le vigilantisme, c'est une notion qui n'apparaît pas encore trop en France, mais dans les sciences sociales anglo-saxonnes, on l'étudie de très près maintenant. Vous avez quantité de groupes qui sont devenus des justiciers, qui au nom d'une légitimité religieuse souvent, sacrée en tout cas, culturelle c'est sûr, eh bien mettre les minorités, les déviants, au pas. Alors, ils sont dans l'illégalité. Mais on les réprime pas. Parce qu'ils sont dans la légitimité. Et là, vous avez quelque chose de très fort. Aujourd'hui en Inde, vous avez quantité de groupes qui lynchent des musulmans, qui empêchent des mariages interreligieux, qui font des reconversions plus ou moins forcées, qui empêchent la mixité dans certains quartiers, et ça débouche sur de la ghettoisation à haute dose, qui font ça avec la bénédiction de la police qui n'intervient pas. Et donc, cette idée de démocratie ethnique et surtout de nationalisme du coup monolithique ou en tout cas monoculturel, il faut la voir à l'œuvre non seulement à travers le processus politique, mais aussi dans la rue, dans les villes. Nicolas Bavrez. Je voulais peut-être en revenir à la géopolitique et au rapport à la Russie. Donc, la Russie est un allié évidemment historique très important. Il y a quand même là encore deux faits importants récents. Le premier, c'est l'amitié sans limite et le pacte stratégique conclu entre la Chine et la Russie le 4 février 2022. Et qui a précédé ensuite évidemment la guerre en Ukraine. Et dans les conséquences de la guerre en Ukraine, on a vu que Narendra Modi fait beaucoup de commerce avec la Russie tout en expliquant que ça n'est pas le bon moment pour faire la guerre. Mais il y a une conséquence aussi très pratique pour l'Inde qui est l'armement. Vous l'avez rappelé, il n'y a pas d'industrie de l'armement. Donc 86% des équipements sont des équipements russes. Et sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de capacité d'acquisition, il n'y a plus de capacité de maintenance. Donc, il y a à peu près le tiers des avions indiens qui sont cloués au sol parce qu'il n'y a plus de pièces détachées. Et puis, en réalité, sur apparemment munitions et pièces de rechange, il y a maintenant des stocks qui sont très bas et il n'y a plus que quelques jours de stock pour les Indiens et pour l'armée indienne, dans une région du monde qui est quand même pas particulièrement calme. Et on sait que dans le Ladakh et autres, il y a quand même eu, même si les gens se sont battus à coups de baramine et de couteaux, parce que théoriquement on ne pouvait pas avoir d'armes, mais ça peut, compte tenu de... Et puis avec le Pakistan, les choses sont aussi toujours très, très tendues. Donc,
comment est-ce que l'Inde va pouvoir, même avec le multi-alignement, comment est-ce qu'on sort de cette contradiction quand même, et comment notamment l'Inde va arriver à poursuivre la modernisation d'une armée qui a quand même des besoins très importants. Christophe Geoffrelot. Alors c'est peut-être pour cela que 2023 sera effectivement un tournant. Parce qu'on est dans une situation où effectivement, vous avez d'un côté cet idéal, on peut l'appeler comme ça, même si c'est de la réelle politique, du multi-alignement. Alors, c'est une version nouvelle de ce que Nehru avait introduit sous le nom de non-alignement. Le non-alignement, il faut quand même rappeler un peu l'histoire, c'était un idéal au sens propre du terme. On refuse les blocs qui sont potentiellement violents et on crée une troisième voie qui a pour ambition le désarmement, la paix universelle, et c'est très gandhien comme démarche. Là, on est dans une logique qui a les mêmes ressorts pratiques, c'est-à-dire qu'on ne s'aligne sur personne, on ne veut pas être l'allié de quiconque, mais c'est pour pouvoir, à chaque fois, tirer le meilleur parti des partenariats à géométrie variable qu'on peut nouer. Le monde doit être multipolaire. Il faut absolument, pour l'Inde, garder la multiplicité de pôles la plus grande possible pour ne pas avoir à choisir son camp. Et pour pouvoir, à chaque fois, maximiser son intérêt. Que la Russie reste un pôle important, c'est clé de ce point de vue-là. Et que l'Union européenne devienne un pôle important, c'est une des choses que l'Inde appelle de ses voeux. Plus il y a de pôles, mieux elle se porte. Mais c'est vrai que là, on voit une modification du rapport de force international qui la place dans une nouvelle situation. Elle est en difficulté. Une Russie qui implose, comme vous le dites, et qui se rapproche tellement de la Chine, ça lui pose un double problème. Elle n'a plus les fournitures d'armes dont elle a besoin, et elle perd en quelque sorte la puissance d'équilibre, si j'ose dire, qui permettait d'éviter que la Chine soit si puissante dans sa région. Est-ce que l'Inde va en tirer les conséquences ? Est-ce qu'elle va, du coup, se tourner vers l'Occident pour des contrats qui, finalement, lui lieront les mains davantage ? C'est une des choses que l'Inde n'aime pas faire. Par exemple, l'Inde ne voulait pas se fournir auprès des États-Unis de peur de sanctions qui, comme on le sait, peuvent être automatiques aux États-Unis. Elle les a subies, ces sanctions, l'Inde, dans le passé. Rappelons-nous, les années 60, la guerre avec la Chine en 62, au lendemain, et après 71, la guerre avec le Pakistan, au lendemain de ces guerres, les États-Unis ont sanctionné le pays, et il a fallu que les Français amènent l'uranium enrichi pour que les centrales indiennes continuent de tourner. On a toujours ce souvenir en Inde de l'instabilité de la relation avec les États-Unis. Bon, maintenant, si véritablement il faut se renforcer militairement face à une Chine de plus en plus puissante, alors que le soutien russe fait défaut, peut-être qu'on verra l'Inde aller dans cette direction. Elle le fera de façon très réticente. C'est le reluctant partner par excellence. Et du coup, ça ne se fera jamais d'un coup, si j'ose dire. Enfin, on le voit à travers le Quad. Le Quad, c'est typique. Oui, il n'y aura jamais d'alliance stratégique. Non. Et l'Inde sera toujours en retrait. Elle sera toujours là avec un temps de retard. Il faut que la pression chinoise monte d'un cran pour qu'elle-même se rapproche de ses trois autres partenaires du Quad. C'est après les morts que vous avez évoqués dans l'Himalaya, au printemps 2020, 20 soldats indiens sont tués par des soldats chinois dans le Ladakh. C'est à ce moment-là que l'Inde accepte de faire que le Quad se traduise par des réunions interministérielles. Le niveau ministériel, elle n'en voulait pas jusqu'à présent. Donc à chaque fois qu'il y a comme ça une poussée de fièvre, un besoin, on se rapproche un peu plus de ses partenaires. Mais cet été, les États-Unis ont lancé le Indo-Pacific Economic Framework, avec l'idée qu'il fallait donner au Quad, et tout à la région d'ailleurs, à toute la région, plus que du relationnel, mais aussi de la substance en termes de connectivité, de digital, de commerce, sans faire de traités commerciaux, quand même qu'on parle un peu commerce. L'Inde n'a pas voulu être dans le pilier commercial, par exemple, parce que son protectionnisme
est devenue obsidionale. L'Inde est très protectionniste. Et donc ça, c'est un autre des problèmes que rencontrent les partenaires occidentaux, et les Japonais et les Australiens, parce que se protéger derrière des barrières protectionnistes lorsqu'on est censé se rapprocher et avoir plus d'échanges, c'est un des problèmes. Donc vous voyez, la tendance, c'est celle-là. Est-ce qu'on va atteindre un point de non-retour? Est-ce qu'on va avoir un point de bascule? Ou est-ce que ce sera finalement quand même le plurilatéralisme qui prévaudra et le lien avec Moscou qui restera assez solide? Aujourd'hui, c'est difficile à dire. Nicole Nisotto. Oui, merci de rendre encore plus complexe la complexité de ce pays. Mais c'est vraiment passionnant. Je voulais continuer sur la politique étrangère de l'Inde, qui est effectivement, à mes yeux en tout cas, qui devient assez illisible. Et vous demander d'abord s'il y a un lien, si vous voyez un lien entre le raidissement intérieur, c'est-à-dire plus autoritaire, plus nationaliste, plus raciste, et la définition de la politique étrangère. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? En particulier, moi je vois ces deux évolutions récentes. D'une part, l'idée quand même de Modi de recréer les BRICS, ou en tout cas de recréer quelque chose qui pourrait rééquilibrer l'ordre mondial. Il a parlé d'un nouveau multilatéralisme, d'équilibrer la puissance occidentale. Et donc, est-ce qu'il y a de la part de Modi lui-même, c'est-à-dire un peu comme Xi Jinping ou Poutine, une personnalisation de la politique étrangère qui ferait que dans ce monde multipolaire dont les pôles sont en train de se réduire et que les Américains veulent réduire à 2 pôles, l'Ouest et les autres, est-ce qu'il n'y a pas l'idée de faire de l'Inde elle-même un grand pôle de puissance qui éviterait donc de s'allier soit aux États-Unis, soit à la Russie de façon trop complète. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce raidissement intérieur et une politique, je dirais, de puissance de l'Inde qui n'a jamais voulu utiliser l'expression? Christophe Jaffrelot. Oui, alors deux questions qui sont en fait les deux versants, les deux faces d'une même pièce. Premièrement, la personnalisation de la politique étrangère, qui a été effectivement spectaculaire. Qui n'est pas unique en son genre. C'est-à-dire que vous avez, chez les national-populistes, une capacité à vouloir incarner leur nation qui est telle qu'ils sont aussi les seuls maîtres à bord dès lors qu'on fait de la politique internationale. Modi visite tous les pays du monde à une vitesse vraiment extrême. La couverture médiatique est absolument incroyable. Aujourd'hui, d'ailleurs, Delhi, Bombay, toutes les villes sont hérissées de flambeaux annonçant la présidence du G20. Alors que c'est comme si c'était une conquête, alors que c'était juste leur tour. Hein, mais bon, mais voilà, on personnalise la relation à la politique étrangère, comme beaucoup de populistes l'ont fait déjà, ce qui se traduit aussi par un resserrement de l'appareil de décision. Il y a 3 personnes qui comptent dans cette affaire, lui-même, Ajit Doval, le secrétaire, le National Security Advisor, et puis le ministère des Affaires étrangères, Jay Shankar. Et puis l'autre versant de cette même pièce, c'est finalement l'autoritarisme qui va de pair avec la montée en puissance de Modi au niveau intérieur, au plan intérieur. Le retrouve-t-on en quelque sorte du côté de la politique étrangère? Oui, du point de vue du nationalisme extrême. C'est-à-dire que le nationalisme, il a une vocation intérieure. On fait une nation homogène et il n'y a pas de minorité qui puisse justifier d'un multiculturalisme. Et puis, à l'international, ça veut dire l'Inde doit être grande, doit être, comme on dit, the Vishva Guru, hein, le gourou du monde. C'est ça l'objectif affiché. Hein. Donc d'ailleurs, on personnalise à nouveau, parce qu'un gourou, c'est une personnalité. Hein. Donc l'Inde, en quelque sorte, institutrice du genre humain. Hein. Chose que les Français, d'ailleurs, pourraient revendiquer, et l'ont peut-être fait eux-mêmes, d'ailleurs. Et ça veut dire que, eh bien, on donne une bonne parole. Alors, simplement, pour quel monde? Ça, pour le coup, c'est très, très difficile à déchiffrer. Quelle est la vision du monde? Un nouvel ordre mondial. Alors, l'Inde, de ce point de vue-là, hésite beaucoup, parce que elle n'était plus un pays pauvre. Hein, elle s'était coupée du G77. Elle était devenue un pays émergent. Et donc, elle était passée du côté des BRICS. Hein, ça, c'est les années 90-2000. Et puis, elle se rend compte que dans les BRICS, il y a la Chine et la Russie.
la Chine en particulier lui pose un gros problème. En plus, la Chine a maintenant un revenu par tête qui est environ 10 fois supérieur au sien, donc on peut pas dire qu'on est émergent de la même façon. Du coup, elle retombe sur l'idée, je suis le leader du Sud global, et le Sud global, ça veut dire des pays qui sont un cran au-dessous. Elle est en quelque sorte en train de chercher sa place. Et puis ensuite, est-ce qu'elle est pour un ordre international qui se traduisent par plus d'égalité dans le processus de décision? Oui, mais jusqu'où est-ce qu'on laisse la porte ouverte? Elle veut bien sûr rentrer au Conseil de sécurité, mais fermer la porte derrière elle. Et donc exclure... Il n'y a pas de discours de ce point de vue-là qui soit vraiment inclusif. Donc oui, il y a une volonté nouvelle, il y a un message nouveau, il y a une image nouvelle. Après, le contenu, le programme qu'elle va devoir quand même mettre un peu en musique pour le G20, on l'attend. Béatrice Gibelin. Oui, moi je voudrais un peu parler de l'Indo-Pacifique, puisque c'est quand même... alors on dit c'est un concept valise, on met tout et n'importe quoi là-dedans, mais je pense quand même que l'apparition de ce terme et que pour l'Inde, c'est pas du tout anodin de participer de cette réflexion stratégique sur l'Indo-Pacifique. Et j'avais envie de vous entendre sur quelle représentation ce concept ou cette création de ce vaste ensemble alimente, si vous voulez, l'investissement de l'Inde sur cet ensemble-là, y compris sur le plan militaire, parce que je pense que c'est l'un de ceux qui sont les plus importants. Elle s'était préoccupée d'un porte-avions, ses sous-marins, enfin bon, voilà, c'est un enjeu qui est important. Puis le deuxième volet, si on avait le temps, c'est l'Inde et l'Afrique, dont on n'a pas du tout parlé, mais les phénomènes de diaspora, de présence, voilà. Si on... Alors, l'Indo-Pacifique, c'est une grande victoire pour l'Inde. Avant, on parlait d'Asie-Pacifique. Et voilà que l'Inde est devenue un point de référence géopolitique. Ça, pour eux, c'est une marque oui, c'est un succès. Maintenant, substantiellement aussi, c'est important, effectivement. C'est aussi une victoire parce que l'Indo-Pacifique, c'est quoi? C'est une coalition de pays qui veulent que la Chine reste où elle est. Donc voilà une autre façon de dire j'ai quand même réussi à faire partie d'une coalition qui vise à contenir, le mot est trop fort, mais à balancer, comme on dit en anglais, balance China. Sans vouloir s'aliéner la Chine non plus. C'est-à-dire que l'Inde, de ce point de vue-là, est quand même assez réticente aux effets de manche. Elle était très indisposée par le bellicisme de Trump vis-à-vis de la Chine, parce qu'elle est quand même avec une frontière commune assez compliquée à gérer avec la Chine. C'est son premier partenaire commercial. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne voudrait pas que la Chine prenne ombrage d'un Indo-Pacifique trop militant. Mais quand même, effectivement, vous le dites aussi, il y a une dimension militaire. Et alors, militaire maritime. C'est-à-dire que l'Inde a longtemps vécu tournée vers la terre. Alors ça renvoie à la civilisation hindoue, puisque vous ne pouviez pas quitter l'hindouisme quand vous étiez de haute caste. Vous ne pouvez pas quitter le territoire indien, parce que vous quittiez la terre sacrée. Et vous ne pouviez plus utiliser les eaux sacrées du Gange ou d'ailleurs pour vos rituels, vos ablutions. Donc la mer était ce qu'on appelle la Kalapani. On ne voyageait pas par mer. Et l'Inde a été tournée vers la terre. En plus, c'est de la terre que sont venus les assauts précédents, les guerres aussi bien avec la Chine, contre la Chine que le Pakistan. Voilà que, dans le cadre indo-pacifique, elle développe une marine, et elle la développe en partenariat d'ailleurs avec des pays d'Occident aussi importants que, évidemment, États-Unis, Australie et France. S'il y a bien un pays avec lequel l'Inde a des intérêts communs dans l'Indo-Pacifique et dans l'océan Indien, c'est la France. La visite de Macron en 2018 s'est traduite par des échanges, par même des accords permettant l'accès aux bases militaires françaises, La Réunion, Djibouti. Donc la dimension militaire n'est pas absente. Reste un dernier point, je reviens du Japon où je viens de passer 15 jours, qui est tout à fait hors de notre écran radar, généralement. Le Japon,
qui partage l'inquiétude de l'Inde vis-à-vis de la montée en puissance de la Chine, qui n'a pas beaucoup de partenaires autour de lui, parce que la Corée du Sud reste méfiante. Taïwan, c'est tout petit. Les États-Unis, bien sûr, ils sont déjà là. Mais l'Inde, c'est l'autre point d'appui que le Japon envisage d'utiliser. Et vous avez eu la semaine dernière des manœuvres conjointes des deux armées de l'air qui sont une première. Donc, il ne faut pas perdre cette dimension-là, qui d'ailleurs nous ramène à la notion même d'Indo-Pacifique, puisque c'est en 2007, au Parlement indien, que Shinzo Abe, pour la première fois, parle d'Indo-Pacifique. Et je viens d'interviewer son speechwriter, celui qui avait fait le discours, et c'est passionnant, parce que en 2007, comment est-ce qu'on pouvait déjà avoir l'idée de l'Indo-Pacifique? Et il explique très clairement que Shinzo Abe avait compris qu'il allait falloir trouver des partenaires face à la Chine. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en 2017, 10 ans plus tard, il revient en Inde, et là, il parle de corridor Asie-Afrique. Alors, ça nous amène à la deuxième phase de votre question, parce que pour les Indiens, comme pour les Japonais, de Shinzo Abe, parce que le monde a beaucoup changé depuis que Shinzo Abe n'est plus au pouvoir au Japon, et en tout cas le Japon a beaucoup changé depuis qu'il n'est plus au pouvoir au Japon. Mais pour lui, à l'époque, comme pour les Indiens, eh bien, il fallait aller jusqu'à l'Afrique. Toujours pour contenir les Chinois, mais aussi parce que c'était quand même l'avenir géopolitique. Et quand vous regardez la carte de ce qu'est l'Indo-Pacifique, et on a fait ça aux séries, on a fait toute une série de cartes montrant du point de vue de tel pays jusqu'où va l'Indo-Pacifique. Eh bien, vous avez une vision de l'Indo-Pacifique de la part des Indiens qui va jusqu'à la côte orientale de l'Afrique, comme pour la France d'ailleurs. Nous sommes l'un des rares pays avec les Indiens à avoir une vision très extensive de l'Indo-Pacifique. Alors, sur place, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que vous mentionnez la diaspora. Oui, il y a une diaspora indienne, mais qui n'est pas bien vue depuis au moins la décolonisation. Il faut se rappeler que lorsque le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie sont devenus indépendants, ces pays ont expulsé leurs Indiens, qui se sont retrouvés en Grande-Bretagne, au Canada. Bon, c'est pas aussi simple que en Afrique du Sud, par exemple, où là, le million d'Indiens est mieux intégré. Mais enfin, la diaspora, l'Inde s'appuie dessus beaucoup plus facilement aux États-Unis, où elle est à la tête de grandes entreprises. C'est le IT à nouveau. Microsoft, plein d'autres sont dirigés par des Indiens, ou au Canada, ou en Grande-Bretagne. Mais, et je terminerai là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui va arriver sur l'écran radar d'une manière beaucoup plus spectaculaire qu'aujourd'hui encore, vous avez dans ces diasporas indiennes, États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie, des tensions entre hindous et musulmans qui sont en train de rendre les responsables de ces pays très inquiets. Les émeutes qui ont eu lieu l'an dernier à Leicester, entre hindous et musulmans, étaient les contre-coups, exactement, de ce qu'on voit en Inde. Quand on exporte ces conflits internes de cette manière, on déstabilise potentiellement des pays qui ne s'y attendaient pas du tout et qui ont été très multiculturels. Les Britanniques ont accueilli les minorités en les laissant suivre leur religion et leur culture. Ils sont maintenant face à un nouveau défi. Deux questions anecdotiques. Quand on visite le cimetière du Père-Lachaise, si on va voir le mur des fédérés, on passe devant la tombe de Monsieur Tata, lequel avait épousé une Normande, si je ne me trompe pas. Et ce qui provoque ma première question. Y a-t-il une image particulière de la France en Inde dans les milieux politiques et économiques? Et si oui, quelle est-elle? Et puis la deuxième question va avec. Quel a été l'impact, les conséquences, l'écho de la nomination d'un Premier ministre britannique issu de l'immigration indienne? Alors, la première question est évidemment très importante parce que l'image de la France est très bonne. Dans les milieux politiques, économiques un peu moins, mais dans les milieux politiques, la France est perçue comme l'allié des mauvais jours, all-weather friend. Pour bien des raisons. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes venus à leur secours lorsqu'ils ont été sanctionnés par les Américains dès les années 70. Après, visite de Mitterrand, 82,
premier contrat concernant les Mirages ont fait des miracles. Ils ont été utilisés par les Indiens à Kargil, ailleurs. Bon, c'était un bon point. Et puis, d'autres événements ont consolidé les liens. 98, essai nucléaire indien. Tout le monde impose des sanctions, les Japonais, les Américains, les Européens, pas les Français. Et on aurait eu mauvaise grâce à le faire. Nous venions de faire un essai nucléaire quelques années plus tôt. Mais c'était très bien vu. Et j'ai été de la visite de Chirac en janvier 98. C'était absolument extraordinaire. Il n'y avait pas de gouvernement. On était entre deux gouvernements, mais tous les Indiens étaient ravis de la relation à la France. La France est perçue comme un pays qui a une autonomie stratégique. En tout cas, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'elle dit. L'Inde se veut aussi douée d'une autonomie stratégique. Donc, les liens sont très, très bons. L'Inde est un vrai partenaire stratégique. On est en pleine realpolitik, là. Alors là, pour le côté économique, c'est plus compliqué. Alors, c'est plus compliqué d'abord parce que tout traité commercial passe par l'Union européenne et pas que par le bilatéral. Or, au niveau de l'Union européenne, on met la barre un peu plus haut. Et quand le traité de libre-échange a été négocié entre 2007 et 2013, pendant 6 ans, on a essayé de signer quelque chose et on n'y est pas arrivé parce qu'au Parlement européen et à la Commission européenne, on avait des exigences qui étaient nôtres. Alors, d'abord en termes d'accès au marché, puis en termes de droits de l'homme, en termes de travail des enfants, enfin des catégories qui ne sont pas totalement incongrues. L'autre... L'autre question, c'était sur l'accueil, sur l'écho qu'il y a eu la désignation d'un Premier ministre britannique d'origine indienne. C'est toujours intéressant quand on voit un Indien récompensé d'une manière ou d'une autre à l'échelle internationale. D'un côté, on est très fiers. D'un autre côté, dès qu'on cherche un peu, dès qu'on gratte un peu et qu'on regarde de qui il s'agit, on est un peu plus gêné aux entournures. C'était le cas quand, par exemple... Naipaul a eu le prix Nobel, Amartya Sen a eu le prix Nobel, des critiques du nationalisme hindou d'une férocité forte. Il faut lire les mémoires de Amartya Sen qui viennent de sortir en français. Il est l'opposé, il est l'humaniste, il est l'économiste fait humaniste en quelque sorte. Bon, alors ils sont fiers qu'il ait le prix Nobel, mais en même temps ils ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Alors, c'est pas tout à fait la même chose avec le nouveau Premier ministre britannique, mais quand même, d'une part, le Pakistan revendique aussi la paternité parce qu'il est né de l'autre côté, et puis d'autre part, il est quand même, comme vous le disiez d'ailleurs, un membre de l'élite de l'élite, et en plus issu d'une famille... du Kenya, non ? Oui, origine, et issu d'une famille par sa femme, enfin en tout cas liée à une famille par sa femme, qui n'est pas en ordre de sainteté à New Delhi. Les Murtis sont ceux qui ont créé Infosys. Et le IT, Bangalore en général, ne vote pas BJP, ne vote pas Modi les yeux fermés. Bon là c'est un rapport un peu plus compliqué, mais il faut se rappeler de la façon dont le secteur des hautes technologies était proche du parti du Congrès auparavant. Et aujourd'hui, c'est pas ça les oligarques. Les oligarques, c'est des industriels. Et donc eux, ils ont perdu de leur et ils sont un peu amers de cela et un peu critiques. Donc Infosys a une fondation qui est l'une des dernières fondations à financer les médias critiques. Alors, ça complique encore plus l'image du nouveau Premier ministre britannique. Christophe Jaffrelot, merci beaucoup. Vos publications seront référencées sur notre site en même temps que le compendium de cette conversation. Et je remercie notre assistant stagiaire Philippe Meyer, qui n'est que mon homonyme, non pas un clone. Ça fait toujours rire, tout le monde d'école des autos est à peu près plié en deux. Je remercie Benoît Carré qui va assurer le compendium de cette émission, Nicolas Tourneau qui veille à notre site sur lequel vous pouvez vous abonner à notre compendium. Il suffit de cliquer sur le lien « Lisez-nous ». Olivier Magloire qui surveille toutes les questions techniques et autres liées à notre plateforme.
Mathéo Gillet qui a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent.